Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Jeu d'alliance au Niger à 2 semaines du second tour de l'élection présidentielle du 21 février. 2 candidats malheureux du premier tour se rallient à Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir. Des soutiens de taille et de poids. Le Cameroun et le Sri Lanka ouvrent une nouvelle page de leur coopération bilatérale. Une coopération qui concerne l'énergie solaire, l'électrification rurale et le renforcement du secteur agricole. Et la Somalie compte plus de 2,6 millions de personnes déplacées internes, un chiffre alarmant pour les Nations Unies qui s'engagent à lancer prochainement le programme Saminta pour les soutenir dans leur quotidien difficile. Mais tout d'abord, au Bénin, la période du dépôt des candidatures en vue de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 a pris fin ce jeudi 4 février. Les prétendants à la magistrature suprême avaient 4 jours pour déposer leur dossier. Au terme de ce délai, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, a enregistré 20 candidatures, dont celle du président sortant, Patrice Talon, ou encore celle de l'ancienne ministre sous le président Thomas Boniaï, Rekia Madougou. La liste officielle des candidatures retenues sera publiée entre le 10 et le 12 février. Au Niger, le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre 2020, obtient le ralliement des candidats arrivés 3e et 4e, des soutiens de taille et de poids, puisqu'ils représentent à eux deux près de 16% des suffrages. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. 2 soutiens de taille pour les candidats du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, au second tour de la présidentielle. Le Mouvement national pour la société de développement, MNSD Nassara, et le Mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria, arrivés respectivement 3e et 4e, au premier tour, décident de soutenir Mohamed Bazoum. Désireux de poursuivre sa collaboration avec le PNDS Taraya, dans un esprit désormais fait de loyauté, de confiance mutuelle et d'engagement résolu à promouvoir un développement humain, équitable et accéléré pour nos vaillantes populations, décide d'apporter son soutien à M. Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Taraya. Le MNSD Nassara et le MPR Jamhouria expliquent leur soutien par l'engagement du candidat Bazoum à accorder une importance de premier ordre aux questions de sécurité, d'équité, d'accès aux services sociaux de base et de la bonne gouvernance, entre autres. Après une analyse objective de la situation et au regard de tous les défis qui se posent actuellement à notre pays, et prenant en compte les résultats des échanges avec les différents leaders de l'échiquier politique national d'une part, et des 2 candidats en lice pour le second tour d'autre part, le bureau politique national du mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria et partis alliés, décide d'apporter leur soutien au candidat Bazoum Mohamed du PNDS Taraya. Mohamed Bazoum a pu ainsi rallier autour de sa candidature les poids lourds de l'élection présidentielle premier tour. Selon plusieurs observateurs, avec le soutien du MNSD Nassara et du MPR Jamhouria, le candidat Mohamed Bazoum vient de remporter la bataille des alliances. Il ne reste maintenant que la bataille des urnes. Le second tour de la présidentielle aura lieu le 21 février 2021. Il opposera Mohamed Bazoum, dauphin du président sortant, à l'ancien président Mahaman Ousmane du Rassemblement démocratique et républicain RDR Tchendji, qui a également eu le soutien de plusieurs autres candidats à la présidentielle, dont l'ancien chef d'État Salou Chibo. Également dans l'actualité au Tchad, le chef de file de l'opposition, Romadoungar Nialbé Félix, a été investi ce jeudi par son parti, l'Union pour le renouveau et la démocratie, en vue de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Cette investiture s'est faite en dehors du cadre de la candidature unique annoncée par l'opposition. Notons qu'il est fort probable que tous les autres partis de l'opposition ne s'alignent pas sur sa candidature.
Le président camerounais Paul Biya a reçu le 3 février l'envoyé spécial du président sri-lankais au Palais de l'Unité à Yaoundé. Une rencontre axée autour du renforcement de coopération bilatérale, une coopération qui concerne l'énergie solaire, l'électrification rurale et l'agriculture. Nelly Claude Bessa. Promotion des investissements entre le Cameroun et le Sri Lanka. Reçu en audience ce 3 février 2021, l'émissaire sri-lankais Kannanathan Velupillay s'est entretenu avec le chef de l'État Paul Biya sur les axes de coopération dans les secteurs énergétiques et agricoles. Durant cet échange, l'envoyé spécial sri-lankais a indiqué que le Cameroun pourrait bientôt bénéficier des investissements de son pays à travers le développement de l'énergie solaire et l'électrification rurale. Sur le plan économique, nous allons contribuer au développement du secteur énergétique à travers la coopération entre nos deux gouvernements. Du fait qu'il y a des localités qui sont dépourvues d'énergie électrique, cette coopération dans l'énergie solaire favorisera l'électrification rurale. Pour le haut-commissaire sri-lankais, ce pays sud-asiatique ambitionne de travailler économiquement, politiquement et socialement avec l'Afrique. Pour ce qui est des relations avec le Cameroun, le Sri Lanka compte également s'investir dans le secteur agricole à travers une production nationale massive destinée à l'exportation tout en favorisant la création d'emplois pour les jeunes. La coopération avec l'Afrique constitue un axe majeur du gouvernement du Sri Lanka. Nous avons échangé avec le chef de l'État et nous allons collaborer dans les domaines énergétiques et agricoles. Ici, nous travaillerons à développer une production nationale massive destinée à l'exportation, ce qui va représenter une opportunité dans la création d'emplois et générer plus de revenus. Au terme de cette audience, les deux hommes politiques ont évoqué la nécessité de développer le secteur agricole, notamment le segment de la transformation alimentaire. La Namibie est très ouverte au commerce extérieur, voire un peu trop, raison pour laquelle les autorités ont décidé de réduire la facture des importations. Pour y parvenir, elles comptent sur les performances agricoles de 2020 et la production locale. Les explications de Nathalie Mau. Exploiter son potentiel agricole pour approvisionner le marché local, c'est le pari de la Namibie qui veut réduire la facture de ses importations. Une initiative visant à autonomiser les agriculteurs namibiens et à leur donner une chance équitable d'accéder au marché, selon des révélations du ministre de l'Agriculture, Kaye Schwettein. La Namibie qui a un sol arable, un potentiel incroyable dans la production agricole, devrait donc capitaliser ces instants pour optimiser la qualité de sa production agricole. La Namibie compte également sur ses nouvelles capacités agricoles pour réduire sa dépendance aux importations en provenance d'Afrique du Sud. Une dynamique de baisse des importations héritée de la crise sanitaire liée au Covid-19. La pandémie a causé un recul de 24% des importations de marchandises en raison de la baisse de la demande consécutivement à la hausse de la production locale. La Namibie vise 3 choses pour s'en sortir de la dépendance avec l'Afrique du Sud. Premièrement, produire ce qu'on consomme sur le plan agricole. Deuxièmement, produire ce qu'on peut transformer de façon optimale sur le plan agricole. Et troisièmement, exporter l'excédent de la production transformée. La Namibie se base sur de bonnes performances agricoles pour porter son projet. Des chiffres du Namibia Agronomic Board indiquent que la production de céréales a connu une hausse pour atteindre 76 660 tonnes de maïs blanc, 2 344 tonnes de mil et 6 863 tonnes de blé en 2020. Des rendements qui apportent à la Namibie des perspectives d'autosuffisance alimentaire de l'avis des autorités locales. Le chemin vers l'autosuffisance en riz est encore long en Afrique. Le riz reste fortement importé. Pourtant, c'est la deuxième céréale la plus consommée du continent. Les exportations de riz d'Inde vers l'Afrique ont d'ailleurs connu une hausse de près de 80% entre avril et décembre 2020. Un constat que nous explique Amenej.
La période d'avril à décembre 2020 a été marquée par une forte hausse des exportations de riz d'Inde vers l'Afrique, 80,37% évalué à 11,58 millions de tonnes selon le directeur exécutif du All India Rice Exporters Association. Un important flux à destination des premiers clients tels que la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Niger et le Libéria qui en matière de demande affichent une forte concurrence avec celle des pays asiatiques. Premièrement, le riz asiatique arrive ici et il est bon marché. L'intérêt tient donc d'abord de la disponibilité parce que quand vous passez la commande de ce côté-là, vous êtes approvisionné. Deuxième raison, le prix. Ça arrive sur le marché dans un état extrêmement compétitif. On porte le riz de la Malaisie, on parcourt 12 fuseaux horaires et on vient le vendre ici au Cameroun, le kilogramme à 600 francs ou à 400 francs. Contrairement au Cameroun ou bien au Nigeria ou bien dans un autre pays comme la Centrafrique ou la Guinée équatoriale, je n'oublie pas le Gabon, le riz produit localement, il doit vous coûter autour de 800 ou 900 francs. Bien que les volumes d'échanges annuels et les partenaires varient, la dépendance des marchés africains à l'égard des principaux pays exportateurs de riz asiatique s'est renforcée au fil des ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, les espaces cultivés sont d'abord peu étendus. Deuxièmement, les gens intéressés par la culture du riz ne sont pas très nombreux, alors que du côté de l'Asie, c'est tout le monde qui s'implique dans la culture du riz. Donc vous verrez encore, pour le cas du Cameroun ou de la République centrafricaine ou le Congo, des gens cultivés à la fois le riz, le macabo, le manioc, la patate. Donc, cette déperdition d'énergie dans le choix d'une spéculation agricole dont on peut facilement faire la promotion ne s'observe pas ici sur le continent. Donc, il suffit qu'ils travaillent là-bas pendant 5 ans seulement. Nous, il faudra travailler 15 ans pour nous bâtir 20 ans pour approcher le niveau de rendement qu'ils peuvent avoir. Le groupe consultatif de la Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique, dans le cadre de sa deuxième phase 2019-2030, s'est engagé à appuyer 32 pays producteurs de riz en Afrique pour l'élaboration de leur stratégie nationale de développement afin de promouvoir la filière rizicole. La situation humanitaire de la Somalie inquiète les Nations Unies. La Somalie est l'un des pays qui compte le plus de déplacés internes au monde. Les camps de réfugiés se multiplient. Le représentant spécial de l'ONU pour la Somalie, Adam Abdelmoula, s'est récemment rendu auprès des déplacés de Bédoua pour se rendre compte de leur quotidien. Un sujet de la rédaction. Logements insalubres, manque d'eau et de nourriture, pénurie de médicaments, éducation et emploi limité, instabilité, tels sont les défis d'envergure auxquels sont confrontées de nombreuses familles du camp de Atafo, à l'instar de Fatouma Isaac Mohamed et ses 10 enfants, pour qui la vie est un combat quotidien. Ce n'est pas notre terre et nous ne savons pas combien de temps nous resterons ici. Nos problèmes et besoins dans ce camp sont nombreux, mais nous avons désespérément besoin de nourriture et d'eau. Pour survivre, je fais occasionnellement des travaux manuels autour de ce camp pour me donner un revenu. Cependant, il est irrégulier et insuffisant pour notre entretien. Comme beaucoup d'autres dans le camp de Atafo, Fatouma a fui les combats et la violence de Dinsor, sa ville natale, située dans l'état du sud-ouest, il y a environ 4 ans. Depuis, elle et ses enfants vivent dans l'incertitude, une incertitude causée notamment par les multiples épisodes d'inondations et de sécheresse qu'a connu le pays depuis 2000, laissant des milliers de Somaliens au bord de la famine. Nous avons discuté des personnes déplacées internes vivant à Bédoua et de la manière dont leur vie pourrait être améliorée. Nous avons eu une réunion très fructueuse au cours de laquelle nous nous sommes mis d'accord sur la meilleure façon de faire face à la situation humanitaire dans l'état du sud-ouest de la Somalie. La Somalie est l'un des pays qui compte le plus de personnes déplacées internes au monde. En 2019, le pays en comptait 2,6 millions. La plupart d'entre elles ont besoin d'une aide humanitaire, une aide que le projet conjoint des Nations Unies et du gouvernement somalien, dénommé Saminta, prévoit d'apporter aux personnes déplacées sur une période de 3 ans. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.